Eh, de quoi ne serions-nous pas capables si nous possédions une machine à remonter le temps? Obtenir de meilleures notes, décider dans quoi investir notre temps et notre argent, éviter certaines personnes et en rencontrer d'autres qui en vaillent la peine. Mais hélas, nous devons nous contenter de rêver. En attendant, délectons-nous de cette histoire pleine de fantaisie, dans laquelle la protagoniste peut se permettre toutes les folies. Attention aux spoilers. L'histoire commence avec Lin, notre héroïne, qui passe ses journées enfermée dans un costume de castor, motivée uniquement par son amour des animaux. Lin travaille dans un refuge et espère qu'en accomplissant ses tâches ingrates, elle pourra un jour collaborer directement avec les professionnels qui sauvent la vie des pensionnaires du centre. Pourtant, ne vous y trompez pas. Sa vie n'est pas aussi misérable qu'elle n'en a l'air. Elle est en pleine transition pour devenir elle-même une professionnelle, un peu comme lorsqu'on se dit que si l'on travaille des heures supplémentaires, notre patron finira bien par nous accorder une promotion. Ce soir-là, son petit ami Yu l'attend à la sortie du travail, et elle s'enthousiasme à l'idée qu'ils vont peut-être avoir un rendez-vous ou qu'il lui apportera un petit cadeau. Cependant, Yu n'est là que pour lui annoncer qu'il veut rompre. Il n'est plus certain de vouloir passer sa vie avec elle, et ce, à seulement 2 mois de leur mariage. Lin, triste, blessé et se sentant trahi, marche alors le long du quai, se demandant s'il ne vaudrait pas mieux sauter et laisser la marée l'emporter si loin qu'elle perdrait tout espoir de revenir. Oui, c'est dramatique, mais soudain, un vieil homme apparaît. Il n'a rien de menaçant. Au contraire, il lui tend quelques objets charmants, un parapluie et une canne à pêche, et lui dit qu'elle doit choisir son destin. Pour ne pas offenser le pauvre vieillard, elle prend les objets et rentre chez elle. C'est alors qu'elle commence à penser que peut-être, Yu est simplement stressé par tous les préparatifs et les dépenses liées au mariage. Elle lui envoie donc un message vocal, lui disant que rien de tout cela n'est important. Ce qui compte, c'est qu'ils soient ensemble. Pour lui prouver qu'elle l'aime encore comme au premier jour, elle lui donne rendez-vous le lendemain sur le terrain de football où ils se sont connus, dans l'espoir d'oublier leur dispute et de recommencer à zéro. Malheureusement, Lin attend plus d'1 heure sur le terrain, sans aucune trace de Yu. Quelques gouttes de pluie commencent à tomber. Puis, alors que la pluie menace de détremper son cœur brisé, un parapluie apparaît au-dessus d'elle. C'est un jeune homme, Ruan, qui la regarde avec curiosité. On ne sait rien de lui, ni pourquoi il est là, mais ce qui est certain, c'est qu'il se dévisage comme s'il posait pour une carte postale. Hélas, Yu finit par arriver. Il porte l'uniforme que Lin lui avait demandé de mettre. Mais en voyant ce jeune homme à côté de celle qu'il aime encore peut-être, il comprend que rien ne se passe comme prévu. Fâché, il lui dit qu'il ne changera pas d'avis et que le mieux est qu'elle cesse de lui écrire et qu'elle passe à autre chose. Après être rentrée chez elle et avoir pleuré quelques heures, Lin entend frapper à la porte. C'est Yu, encore une fois, venu lui rendre une boîte avec ses affaires oubliées. Il s'excuse de ne pas être venu l'après-midi, ce qui trouble Lin. Elle ne comprend plus. Soit Yu ne se souvient pas de ce qu'il lui a dit, soit elle a halluciné. Mais elle est sûre qu'il avait l'air bien plus jeune cet après-midi que maintenant. Elle tente alors de se rappeler quelque chose, et, soudain, l'image de son vieux téléphone lui revient en tête. À peine commence-t-elle à l'utiliser que le monde autour d'elle change, et elle remonte le temps. Déterminée à profiter de cette nouvelle chance, elle se prépare à commencer une toute autre vie. Lin projette de retourner dans le passé et de recommencer sa vie, dans tous les sens du terme. Lors de son premier voyage temporel, elle retrouve Teng, son amie d'enfance, qui lui demande des nouvelles de Yu. Mais Lin lui répond froidement qu'elle ne veut plus rien savoir de lui. Désormais, sa mission est claire: obtenir un 100% à son examen d'entrée à l'université afin d'avoir une vie meilleure. Et un mari bien plus digne. Déterminé, Lin étudie sans relâche pendant des jours, dans le futur, afin d'être parfaitement préparé pour l'examen du passé. Le jour fatidique arrive, et elle obtient un 92. Toutefois, à son retour dans le futur, elle constate avec déception que sa vie n'a guère changé. Elle reste une simple employée dans une entreprise qui à peine remarque sa présence. Tandis qu'elle réfléchit à ce qu'elle pourrait bien faire pour changer réellement les choses, elle tombe sur une photo de Wan et décide d'aller à sa rencontre, curieuse de ce qui pourrait advenir. Elle l'invite alors à la fête foraine, et tous deux passent un excellent moment, jusqu'à ce que Yu surgisse et tente de se disputer avec elle. Excédé, Lin lui lance une balle en pleine tête, le faisant tomber dans la piscine. Après cet épisode humiliant, Lin ne peut s'empêcher d'éprouver de la tristesse. L'homme qu'elle a aimé pendant 10 ans la déteste désormais. Mais peu à peu, elle réalise que c'est elle qui s'est toujours accrochée à cet amour à sens unique. Ruan lui ouvre alors les yeux. Yu ne l'a jamais réellement aimée. Il aimait seulement qu'elle lui soit soumise, comme un animal de compagnie. Le temps passé dans le passé étant limité, Lin finit par retourner au présent. Là, elle est surprise par son patron, endormi sur son bureau, et se fait immédiatement licencier. Et comme si cela ne suffisait pas, elle découvre sur son téléphone que Yu vient d'annoncer ses fiançailles.
Mais pas avec elle. Il va se marier avec Teng, son ancienne meilleure amie, celle-là même qui vient de lui voler son futur époux. C'est une histoire d'amour classique, cruellement classique. L'un est bouleversé, mais refuse de leur offrir la satisfaction de la voir pleurer. Elle s'éloigne donc, la tête haute. Pourtant, quand sa mère l'oblige à essayer une robe de mariée dans une boutique, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'un éclate, hurle à sa mère que Yu l'a quitté et qu'il n'y aura jamais de mariage, puis elle s'enfuit dans la rue, toujours vêtue de la robe, en larmes. De retour chez elle, elle découvre plusieurs messages de Teng, qui ose lui demander pardon pour ce qu'elle a fait quel culot. Mais une autre surprise l'attend. Sur son téléphone magique, quelqu'un lui a envoyé une vidéo dans laquelle Wan se fait agresser par un garçon aux cheveux rouges. L'un désire plus que tout retourner dans le passé pour comprendre et réparer les choses, mais rien ne se passe. Ce n'est que lorsque son cœur le veut sincèrement que le voyage fonctionne, et elle retourne enfin dans le passé. Là, sa première action est de courir à l'infirmerie pour s'assurer que Wan va bien. Celui-ci est surpris de l'intérêt qu'elle lui porte et de ses questions à propos d'un garçon aux cheveux rouges, mais il ne lui répond pas vraiment. Plus tard, Yu passe à côté d'elle et lui jette ses devoirs, comme autrefois, pour qu'elle les fasse à sa place. Mais l'un n'est plus la même fille stupide qu'il pouvait manipuler à sa guise. Elle lui rend ses devoirs et lui dit de les faire lui-même. Teng s'approche alors pour lui demander ce qui ne va pas, mais l'un lui jette le cahier de Yu au visage en lui lançant que, désormais, c'est à elle de se charger des devoirs de Yu, puisqu'elle semble toujours intéressée par ce qu'il laisse derrière lui. Aïe, ça fait mal. Dès ce jour, l'un décide de profiter pleinement de cette nouvelle chance dans le passé pour améliorer sa vie. Sa première ambition, intégrer la classe d'élite. Mais pour cela, elle doit d'abord remporter le concours de sciences. Et là, surprise, Wan est en tête de la liste des candidats. Un soir, elle le supplie de travailler avec elle en équipe, mais il refuse. Alors qu'il marche, un garçon tente de provoquer Wan, qui prend la fuite en la laissant seule. Le garçon le poursuit, mais il n'a pas les cheveux rouges, donc ce n'est pas celui qu'elle a vu dans la vidéo. De retour chez elle, l'un consulte son téléphone, et remarque que la date l'un se rend vite compte que la date affichée sur son téléphone magique et celle de la fameuse photo ne coïncidant pas. Cela signifie qu'elle a encore du temps avant que l'agression de Wan ne se produise. Le garçon responsable pourrait très bien se teindre les cheveux plus tard, et être effectivement celui qui, dans le futur, le battra brutalement. Le lendemain, elle aperçoit justement ce même jeune homme devant l'école. Il s'appelle, mais et semble attendre que Wan sorte seul pour l'attaquer. L'un, décidé à éviter l'affrontement, intervient et supplie mais de laisser Wan tranquille. Elle lui propose alors un marché. Étrangement, mais accepte, mais à une seule condition, qu'elle lui fournisse du dentifrice pour éléphant. Oui, aussi absurde que cela puisse paraître, même l'un et nous, les spectateurs n'en comprenons pas le sens. Malgré cela, elle se rend auprès de Wan pour lui demander s'il peut l'aider à fabriquer ce produit insolite. Bien que réticent au départ, Wan finit par accepter lorsqu'elle lui promet de ne plus le déranger ensuite. Tous deux se retrouvent alors dans le laboratoire et parviennent à réaliser le mélange. Cependant, un garde surgit, les effraie et les pousse à fuir. Heureusement, l'un a tout noté dans un carnet et remet la formule à Mei, espérant ainsi qu'il laissera enfin Wan en paix. Mais Wan découvre la vérité et se rend lui-même à la réunion avec Mei. Il y défend l'un face aux cris et à la confusion grandissante du jeune homme, qui ne comprend rien à la formule. Alors que Mei s'apprête à attaquer Wan une fois encore, sa sœur Gao intervient. Elle le confronte fermement. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait, il n'a plus besoin de s'en prendre à Wan. Elle lui rappelle que Wan n'est peut-être pas le plus fort physiquement, mais qu'il a réussi à entrer dans une école où Mei, lui, n'a jamais ouvert un seul livre. Elle lui dit que le frapper ne le rendra pas plus intelligent et n'effacera pas ses propres échecs. Il est temps pour lui de lâcher prise. Grâce à cette confrontation, la querelle prend fin. Plus tard, l'un propose à Wan qu'ils deviennent partenaires d'études pour le concours de sciences. Chacun aurait son projet, mais en secret. Wan accepte, du moins, jusqu'au lendemain. L'un tente alors de lui présenter une amie, mais cette tentative de mise en relation rend Wan furieux. Ils rompent leur accord sur le champ. Il ne semble pas intéressé à avoir une petite amie, mais en réalité, Wan est tombé amoureux de l'un. Elle est la seule à avoir vraiment prêté attention à lui, alors qu'il se sentait invisible depuis des mois. Après quelques jours à l'ignorer, Wan réalise que Yu suit l'un partout. Intrigué, il décide d'en savoir plus. Il découvre rapidement que Yu est sur le point d'échouer à un cours, et que Teng, incapable de l'aider, le pousse à chercher du soutien ailleurs. Yu est prêt à tout pour ne pas redoubler. Mais Wan ne supporte pas l'idée de laisser le garçon le plus populaire du lycée étudier seul avec la fille qu'il aime. Il décide alors de se joindre à eux, uniquement pour les surveiller. Et il a bien raison.
Comme il n'a pas besoin d'étudier lui-même, il consacre tout ce temps à éloigner Yu de Lin tout en partageant avec elle regard complice et sourire. Un après-midi, Lin propose de rentrer en vélo, mais Wan échoue lamentablement et tombe. Il lui avoue alors que ses parents ne lui ont jamais appris à en faire. Touché, Lin abandonne Yu pour le raccompagner chez lui. Là, elle découvre qu'il vit seul, qu'il est totalement autonome, et que ses parents, toujours en déplacement professionnel, sont rarement présents. En discutant, Wan trouve le courage de lui demander si elle est en couple avec Yu. En apprenant que ce n'est pas le cas, son cœur déborde de joie. Dans les jours suivants, Wan l'aide à perfectionner son projet de science et lui offre même la possibilité de présenter avant lui. Lorsque les résultats sont publiés, ils découvrent tous les deux qu'ils ont dépassé les attentes et qu'ils peuvent désormais rejoindre la classe d'élite. Cependant, même dans ce nouvel environnement, Wan ne parvient pas à contenir sa jalousie envers Yu. Il décide alors d'intégrer l'équipe de basketball. Il se dit que s'il le bête sur le terrain, il gagnera peut-être aussi son cœur. Quelques jours plus tard, le jour tant attendu du match arrive, et Teng, toujours aussi impliqué, fabrique des banderoles pour encourager son équipe. Cependant, lorsqu'elle découvre que l'un en confectionne une spécialement pour Wan, elle se met en colère. Avant même que le match ne débute, Teng, submergé par la jalousie, déchire la banderole de l'un. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsque cette dernière tente de la réparer, elle l'enferme cruellement dans un local de matériel. Triste ironie, elles étaient autrefois amies. Pendant ce temps, le match commence, mais Wan, inquiet, ne voit l'un nulle part. Sa déception est palpable. Soudain, des cris attirent son attention. L'un, perché à une fenêtre du bâtiment, agite frénétiquement la banderole réparée avec le nom de Wan, l'encourageant de toutes ses forces. Ce qui aurait pu être un moment attendrissant se transforme alors en scène de panique. L'un glisse, perd l'équilibre et manque de tomber. Wan, pris de panique, se précipite et parvient à la rattraper in extremis. Ce moment de frayeur ravive chez l'un un souvenir enfoui. Un flashback nous révèle qu'il y a quelques années, une aile de l'école avait pris feu. Piégée par les flammes, elle avait été sauvée par un jeune garçon. Elle ne se souvient pas clairement de son visage, mais a toujours cru, à tort, que c'était Yu, son prince de l'époque, qui l'avait secouru. Cette illusion vient de s'effondrer. Yu, en effet, n'a même pas bougé quand elle était en danger. Il n'est arrivé à l'infirmerie qu'après la fin du match, contrairement à Wan, qui a tout quitté pour la sauver sans hésiter. Plus tard dans la soirée, le petit frère de l'un débarque chez eux en panique. Il avait tenté de vendre des imperméables périmés, et les clients, furieux, veulent récupérer leur argent. Mais le cherchent aussi, car Gao a abîmé son uniforme à cause de l'un de ses imperméables défectueux, et elle veut se venger violemment. Excédé, l'un dit à son frère qu'il est temps qu'il trouve un travail honnête. Elle le met à la porte afin d'éviter plus de problèmes. Dehors, la pluie commence à tomber, et à ne manquant jamais d'audace, ressort les imperméables pour tenter de les écouler une fois encore. Il tombe alors sur Wan, à qui il raconte une histoire attendrissante sur sa supposée famille malade. Wan, touché, lui achète un imperméable. Si celui-ci fonctionne au début, tout change lorsque Mei débarque et ordonne à ses hommes d'attaquer le garçon en imperméable grenouille, pensant qu'il s'agit de A. Wan se fait alors violemment frapper par 4 garçons, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de leur erreur et s'enfuient. À l'hôpital, l'un vient lui rendre visite. Malgré les contusions, Wan minimise la gravité de l'attaque. Il va bien, l'imperméable est fichu, mais au moins, il a aidé un garçon avec une famille en difficulté. C'est à ce moment que l'un, le cœur lourd, lui révèle la vérité. Ce garçon, c'était son frère, un menteur invétéré, et il n'aurait jamais dû se mêler à cette histoire. Ce soir-là, après l'avoir raccompagné chez lui, elle remarque une étrange marque sur le bras de Wan. Elle soulève discrètement sa manche et découvre une brûlure en forme d'étoile, identique à celle qu'elle avait vue autrefois sur le bras du garçon qui l'avait sauvé du feu. Elle comprend soudain, ce n'était pas Yu qui l'avait tiré des flammes, c'était Wan. Le symbole de la brûlure est en réalité le logo de l'école, imprimé à l'envers. Le métal s'était sans doute chauffé lors de l'incendie. Le lendemain, l'un découvre que Mei s'éteint les cheveux en rouge. Le moment tant redouté approche, l'attaque de Wan est imminente. L'un, désormais déterminé à le protéger coûte que coûte, ne le quitte plus d'une semelle. Wan, naïf mais heureux, commence à croire qu'il pourrait former un couple un jour. Pendant ce temps, dans la planque de Mei, l'atmosphère est tendue. Tous admirent sa nouvelle teinture, jusqu'à ce que l'un d'eux se rende compte qu'un étrange eczéma est apparu sur son cou, et que peut-être était-ce simplement parce que la teinture était périmée. En tout cas, Mei, furieux d'avoir contracté un eczéma, ordonne à ses hommes de retrouver A pour lui infliger une correction exemplaire. Au même moment, l'un discute avec son frère, lui expliquant calmement qu'il n'a pas besoin de vivre reclus sur le quai comme un voyou obstiné. S'il trouvait un emploi honnête, elle serait prête à le laisser revenir à la maison.
Mais avant même qu'il puisse envisager un éventuel changement de vie, la tension monte brutalement. A, perdant son sang-froid, tente de frapper sa sœur. Heureusement, Yu intervient à temps, le retient, puis raccompagne Lin chez elle. Sur le chemin, il lui propose de redevenir amis. Toutefois, Lin, désormais guéri de son ancien béguin, décline poliment. Mieux vaut qu'il reste de simples camarades. D'ailleurs, si Yu ne cherchait qu'à se rapprocher d'elle pour obtenir de l'aide avec ses devoirs, il devra désormais s'y atteler par ses propres moyens. Pourtant, malgré tout, il semble sincère. Peut-être voulait-il seulement passer du temps à ses côtés. Mais il est sans doute déjà trop tard. Ce soir-là, Mei se rend dans la petite boutique de A pour le menacer à propos de la teinture défectueuse. Il exige qu'on lui rembourse son argent, mais n'a pas un sou. En revanche, il a une arme. Une preuve irréfutable que Mei et ses acolytes ont passé à tabac un garçon innocent en pleine rue. Une scène qu'il a observée de loin sans intervenir, alors même qu'il en portait une part de responsabilité. Le lendemain, contre toute attente, Mei se présente chez Wan pour s'excuser ou plutôt, pour éviter que celui-ci ne porte plainte. Il lui propose qu'ils deviennent amis. Mieux encore, il lui demande s'il y a une fille qui lui plaît et l'invite à une sortie camping dans un endroit qu'il juge génial. Wan, touché par ce qui semble être un geste sincère, accepte. Plus tard, il raconte son projet à Lin, qui semble d'abord ravi, jusqu'à ce qu'elle apprenne que c'est une idée de Mei. Furieuse, elle part aussitôt à sa recherche, le confronte et lui ordonne de rester loin de Wan. Mais Mei réplique calmement. Désormais, ils sont amis et il ne trahit jamais les siens. Lin hésite alors. Peut-être qu'il a changé, peut-être que l'attaque qu'elle craignait n'arrivera jamais. Cependant, ses doutes sont balayés lorsque surgit une bande rivale. Une violente bagarre éclate, Mei et ses comparses s'y jettent sans retenue. Cette fois, Lin ne laisse rien au hasard. Elle appelle la police. Résultat, tous les jeunes impliqués sont arrêtés. Avec Mei temporairement hors d'état de nuire, Wan maintient son idée de camping, et tout le groupe part en expédition, dans une atmosphère légère et joyeuse. Durant le séjour, Wan tente plusieurs fois de déclarer son amour à Lin, mais à chaque fois, quelque chose ou quelqu'un l'interrompt, rien d'étonnant dans un drame, après tout. Soudain, Wan reçoit un message et retourne précipitamment en ville. Lin, inquiète de ne plus pouvoir le joindre, se rend chez lui dès le lendemain pour comprendre son départ brutal. Ce n'est pourtant pas lui qui lui ouvre la porte, mais un homme plus âgé. Le père de Wan, arrivé à l'improviste, ce qui a forcé son fils à rentrer sans prévenir. Wan l'invite à entrer, elle accepte, et rencontre alors Jung, un homme à la fois aimable et sévère. Ils déjeunent tous ensemble dans une ambiance cordiale, avant que l'un ne prenne congé. Plus tard ce jour-là, elle se promène avec un nouvel ami, ça que l'on découvre à peine. Ils cherchent ensemble un cadeau pour l'anniversaire de Wan, mais l'un n'a absolument aucune idée de ce qu'elle pourrait lui offrir. L'un se promène dans le centre commercial, toujours à la recherche d'un cadeau pour l'anniversaire de Wan, lorsqu'elle aperçoit soudain Monsieur Jun accompagné d'une femme élégante. Elle suppose aussitôt qu'il s'agit de la mère de Wan et par prudence préfère s'éclipser. Discrètement. Plus tard, alors qu'elle passe un moment avec Wan, celui-ci reçoit un message urgent de son père lui demandant de rentrer immédiatement. En arrivant, une surprise de taille l'attend. Sa mère est revenue d'Amérique spécialement pour fêter son anniversaire et lui a apporté de nombreux cadeaux. Pourtant, à la vue de l'un, elle l'ignore complètement, et le malaise est palpable. Au dîner, l'un est relégué à l'extrémité de la table, tandis que la mère de Wan monopolise la conversation en rappelant à quel point son fils a grandi, sans accorder un seul regard à l'invité. Wan, embarrassée mais déterminée, tente de présenter l'un à sa mère. Hélas, celle-ci l'interrompt sèchement en lui tendant une demande d'admission à une école, en Amérique. Le message est clair. Elle souhaite que Wan la rejoigne là-bas pour poursuivre ses études, et toute son indifférence envers l'un prend alors son sens. Le lendemain, Wan, visiblement abattu, semble avoir accepté ce destin tracé par sa mère. Lorsque l'un essaie de lui parler de ses autres options, il s'éloigne froidement, car sa mère lui a interdit de la fréquenter. Dans les semaines qui suivent, les résultats scolaires de Wan s'effondrent. Renonçant à son rêve de devenir vétérinaire, il cesse de faire le moindre effort, une forme silencieuse de rébellion contre l'autorité maternelle. À la fin du trimestre, ses notes sont dramatiquement basses, compromettant son avenir. L'un, inquiète, prend les devants et va voir Maya, la mère de Wan, pour l'alerter. Son fils est en train de sombrer, et à force de lui imposer ses choix, elle risque de tout perdre. Maya, s'appuyant sur des clichés de séries américaines, lui parle de pression, de diamants, de force intérieure. Mais l'un lui rappelle que Wan n'est pas un vulgaire morceau de charbon à polir. C'est son fils, un être humain qui a besoin d'écoute et de soutien. Cette remarque semble toucher Maya, qui finit par lui montrer une vieille photo de Wan enfant. Elle explique qu'elle a toujours voulu le meilleur pour lui, et qu'elle ne changera pas. L'un, intrigué, observe longuement le cliché. Un détail lui semble familier.
Elle demande à Maya si elle peut le garder, et celle-ci, fidèle à son arrogance habituelle, lui dit de le garder en souvenir, puisque Wan va partir. L'un rentre chez elle avec la photo en main, et fouille dans ses vieux albums d'enfance. C'est alors qu'elle découvre la vérité. Wan était son meilleur ami lorsqu'ils étaient enfants. Ce garçon avec qui elle jouait tous les jours à devenir vétérinaire, ce rêve commun qui les unissait. Jusqu'à ce qu'il disparaisse subitement, emmené par sa mère en Amérique. Le passé semble se répéter, et l'un, bouleversé, prend conscience de quelque chose d'essentiel. Wan ne lui a pas seulement sauvé la vie, il est aussi le fil conducteur de son histoire, son double, son destin. Tout ce retour dans le passé, toute cette magie, semble n'avoir eu qu'un seul but. L'aider à changer son avenir à lui, et à choisir en toute conscience, celui avec qui elle veut passer le reste de sa vie. Transportée par cette révélation, elle se lève à l'aube, pressée d'annoncer à Wan qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais en arrivant à l'école, elle apprend que tout le monde sait déjà qu'il va partir pour l'Amérique. Affolée, elle remarque qu'il n'est pas en classe, et court jusqu'à sa maison. Là, elle frappe à la porte avec insistance, paniquée. Wan finit par apparaître. Mais il est enrhumé, et son mal de tête s'aggrave à cause de tout ce tapage. En voyant Wan malade, l'un n'ose pas lui avouer ses sentiments. Elle se défile une fois de plus, et, au lieu de lui parler de son amour, elle décide de lui montrer la beauté et la joie que peut offrir le métier de soigneur animalier, dans l'espoir de lui insuffler le courage nécessaire pour affronter sa mère. Elle l'emmène donc au refuge où elle travaille, lui fait faire un tour spécial et lui montre concrètement la vie qu'il pourrait avoir s'il restait auprès d'elle, suivant leur passion commune. Après cette journée mémorable ponctuée de moments tendrement romantiques, l'un rentre chez elle, où elle tombe nez à nez avec Yu. Celui-ci lui avoue qu'elle lui manque et qu'il voudrait qu'elle sorte avec lui. Malheureusement pour lui, c'est trop tard. L'un, déterminé, lui demande de la laisser tranquille, puis s'en va sans se retourner. Le lendemain soir, elle comprend que raviver la flamme du rêve professionnel de Wan ne suffira pas. Si elle ne lui confesse pas son amour maintenant, elle risque de le perdre à jamais. Alors qu'ils marchent ensemble sur le chemin du retour, elle se décide enfin à lui ouvrir son cœur. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle veut qu'ils restent, qu'ils étudient ensemble, qu'ils construisent ce futur qu'ils avaient imaginé enfant. Wan, profondément touché, lui répond qu'il l'aime aussi. Leur amour est désormais scellé. Ensemble, ils déchirent la lettre d'admission à l'école américaine, symbole fort de leur décision de rester unis. Ce choix marque un tournant. Tous deux atteignent la première place du classement scolaire, et Wan réussit même à récupérer ses examens perdus, réparant ainsi ses erreurs passées. Tout semble enfin aller pour le mieux. Les étoiles s'alignent, jusqu'à ce que l'un fasse un cauchemar effrayant où elle voit Wan tomber du haut d'une grande tour. Bien qu'elle sache que ce n'était qu'un rêve, l'impression de réalité est si forte qu'elle commence à craindre pour sa vie. Quelques jours plus tard, l'examen décisif approche. Wan et l'un sont nerveux, mais aussi enthousiastes. Alors qu'ils marchent dans l'école, Yu prend un mégaphone et clame publiquement son amour pour l'un, jurant qu'ils auront un avenir ensemble. Hélas pour lui, l'un ne ressent plus rien. Elle l'ignore complètement et continue son chemin, main dans la main avec Wan, qui est désormais le seul à habiter son cœur. Après le déjeuner, l'un demande à Wan s'il se sent prêt pour l'examen. Lui, le sourire aux lèvres, lui propose de mettre ça de côté un moment, car il a quelque chose de spécial à lui montrer. Il la conduit jusqu'à un phare, un endroit magnifique où le coucher de soleil est à couper le souffle. Mais l'un se tend brusquement, c'est ce même lieu qu'elle a vu dans son cauchemar. Heureusement, il ne pleut pas, un détail rassurant, ce qui lui permet de relativiser et de se calmer. Le soir même, Mai se rend en urgence chez l'un pour la prévenir d'un grand danger. Son frère Ai a escroqué une bande particulièrement dangereuse, et les choses risquent de très mal tourner. La bande, furieuse, a ordonné à Mai d'enlever l'un comme monnaie d'échange. Pourtant, au lieu d'exécuter leurs ordres, il a préféré venir les avertir pour qu'ils puissent se cacher. Il leur explique qu'ils doivent retrouver Ai au plus vite, sans quoi il sera tué. Et eux avec. L'un, qui connaît bien son frère, devine immédiatement où il pourrait se cacher. Quand elle le confronte, Ai avoue qu'il a dépensé tout l'argent et n'a aucun moyen de rembourser. Quelle surprise! Cette nuit-là, Mai appelle Wan pour lui demander de faire sortir l'un du quartier au plus vite. La bande arrive, ils sont nombreux, et s'ils la trouvent, ils la tortureront sans hésiter. Wan obéit immédiatement, mais lorsqu'il se retrouve seul avec Ai, il explose. Il lui dit ses 4 vérités. Qu'il est peut-être un minable escroc, et que ça ne dérange personne, mais si jamais quelque chose arrive à l'un à cause de lui, il s'arrangera pour qu'il finisse en prison. Ai, acculé, finit par avouer qu'il a finalement réussi à récupérer l'argent, mais que le chef de la bande exige désormais le double en compensation des dommages causés à ses clients. Il est désespéré, il ne sait absolument pas où trouver le reste. Le lendemain,
Rohan tente de retrouver, mais pour discuter d'une éventuelle solution. Peut-être pourront-ils négocier avec le chef de la bande au sujet de la somme exigée. Hélas, mais ne répond pas. Il est en train de se faire tabasser brutalement, car la bande a découvert qu'il avait prévenu la famille de Ai et le considère désormais comme un traître. Devant l'urgence, Rohan contacte Gao, et, ensemble, ils se rendent à la police pour signaler la situation. Les agents leur promettent alors de retrouver, mais au plus vite. Peu de temps après, Rohan emmène l'un à la plage, convaincu que c'est un endroit sûr où la bande ne pensera pas à chercher. Tandis qu'il marche sur le sable, l'un aperçoit au loin des ouvriers municipaux en train de détruire le vieux phare à l'aide d'explosifs. Ce spectacle la soulage profondément, car elle comprend que sa terrifiante vision ne pourra désormais plus se réaliser. Apaisés, ils rentrent ensemble en ville. Pourtant, alors qu'il traverse le centre commercial, mais surgit de nulle part, poursuivi par les membres de la bande. Ces derniers arrivent rapidement sur leurs traces et se lancent alors à la poursuite de l'un. La course s'engage. Tous prennent la fuite, courant jusqu'à une azotea, où Wan supplie l'un de se cacher. Ils sont trop nombreux, et il ne pourra pas se battre s'il doit aussi s'inquiéter pour elle. Depuis sa cachette, l'un assiste impuissante à une scène d'horreur. Elle voit les hommes de la bande frapper Rohan avec violence, puis le jeter dans le vide. Et c'est précisément à cet instant que l'un est projeté dans le futur. Malgré tous ses efforts, elle n'arrive plus à retourner dans le passé. C'est une impasse désespérante. Les jours suivants, elle sombre dans une profonde dépression. Sa mère, ne comprenant pas l'origine réelle de sa douleur, pense que tout cela est dû à l'annulation du mariage et accuse Yu d'en être la cause. Mais l'un ne ressent plus rien pour lui depuis longtemps. Ses pensées, son cœur et toute son âme ne tournent plus qu'autour de Rohan, et de cette maudite azotea où elle n'a pas pu lui sauver la vie. Elle décide de rendre visite à l'ancienne maison de Rohan, mais les occupants actuels sont de parfaits inconnus et semblent ignorer tout de cette famille. Peu à peu, l'un perd espoir de pouvoir un jour le retrouver. Résignée, elle reprend son poste au refuge, elle n'avait jamais été licenciée, et retourne dans cet environnement toxique où elle subit quotidiennement les cris injustes d'un supérieur persuadé de tout savoir. Ce jour-là, elle est chargée de livrer un perroquet rare. Mais l'oiseau s'échappe, et, si elle ne le retrouve pas, elle risque de perdre définitivement son emploi. Grâce aux caméras de surveillance, son patron découvre qu'un homme a attrapé le perroquet et l'a caché dans sa veste. L'un reconnaît immédiatement, mais sur les images, elle se précipite donc à sa recherche. Lorsqu'elle le retrouve, il prétend ne pas la connaître. Mais, après que l'un lui a raconté son histoire, mais finit par lui confier sa propre version. Oui, ils ont bien fréquenté la même école et oui, il connaît Rohan. Ce dernier, selon lui, était un garçon renfermé, souvent victime de coups, qui était éperdument amoureux de l'un. Mais elle, aveuglée par sa relation avec Yu, ne lui prêtait aucune attention. Tout ce que Rohan ressentait, selon Mei, n'était qu'un amour à sens unique. Tout ce qu'elle croit avoir vécu, il l'aurait inventé. Pour appuyer ses dires, Mei lui remet un vieux journal intime, volé à Rohan des années plus tôt, en échange de son silence sur le vol du perroquet. Dans ce journal, l'un découvre les pensées les plus profondes de Rohan. Chaque tentative pour attirer son attention, chaque rêve, chaque souvenir, même l'incendie à l'école, y est consigné avec émotion. Le journal ne contient toutefois aucune fin heureuse. Elle était trop obnubilée par Yu pour remarquer l'amour sincère de Rohan. Convaincu désormais qu'il est impossible de revenir en arrière et de réparer les choses, l'un erre dans la ville. Jusqu'à ce qu'un soir, elle aperçoive Yu et Teng, désormais mariés, en train de se disputer bruyamment. Étrangement, cette scène lui procure un sentiment de soulagement. Au moins, elle a échappé à ça. Et sur le chemin du retour, alors qu'elle repense à tout ce qu'elle a perdu, elle reçoit un appel. Une nouvelle qui pourrait bien tout bouleverser. Contre toute attente, l'un reçoit enfin une bonne nouvelle. Elle a décroché l'emploi de ses rêves dans une entreprise de protection animale. À son arrivée, on lui apprend que le directeur est parti quelques minutes plus tôt, mais qu'elle peut considérer le poste comme acquis. Il lui suffit de revenir dès le lendemain matin pour débuter sa formation. En quittant les lieux, elle sent son cœur s'alléger peu à peu. Sa vie, après tant de chaos et de douleur, semble enfin retrouver un sens. Les choses commencent à s'arranger. Pourtant, une ombre persiste, celle du vide immense laissé par Rohan, et elle ne peut s'empêcher d'imaginer à quel point tout cela aurait été encore plus beau s'il avait été là pour le vivre à ses côtés. Alors qu'elle franchit les portes du bâtiment, le ciel s'assombrit soudainement. Une pluie fine commence à tomber. Mais à l'instant précis où elle lève les yeux, un parapluie se déploie au-dessus d'elle. Et dans son dos, une voix familière résonne doucement. C'est Rohan. Oui, Rohan. Bien vivant, revenu d'on ne sait où, surgissant comme un miracle au moment exact où elle en avait le plus besoin. Il lui tend le parapluie en souriant, puis lui souhaite la bienvenue dans l'entreprise.
L'un, stupéfaite et ému aux larmes, comprend alors que l'histoire n'est pas terminée. Contre toute logique, contre le temps, contre la fatalité, ils ont réussi à se retrouver. Et c'est ainsi, de manière aussi mystérieuse que merveilleusement satisfaisante, que se clôt ce récit, une histoire de destin, de rêves partagés, de douleurs traversées. Et surtout, d'un amour assez fort pour défier le passé.